pour être le plus pertinente possible et apporter un maximum d'informations sur l'évolution de la maladie. Elles se doivent d'être le plus complètes possible pour assurer le meilleur suivi possible. Voilà. Alors, je vous présente d'abord la méthode la plus communément utilisée dans le milieu clinique, qu'on appelle le testing musculaire manuel, ou MMT pour Manual Muscular Testing. Voilà. Donc le principe, c'est l'évaluation de la force manuellement avec une opposition de résistance par l'évaluateur pour plusieurs groupes musculaires. Il y a 17 fonctions musculaires qui sont évaluées, réparties sur le tronc, sur le rachis cervical, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Pour chaque fonction, on cote les muscles sur une note de 0 à 5, 5 étant le maximum. Donc entre 0 et 2, on teste la capacité du muscle à mobiliser une articulation sans intervention de la pesanteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le poids du membre à porter. Et donc l'évaluateur fait un plan de glissement pour pas que la pesanteur intervienne. Pour les cotations 3- et 3, on teste l'éventuelle possibilité pour le muscle de lutter contre la pesanteur. Donc c'est une résistance naturelle qui s'opère. Et puis pour les cotations au-delà de 3, l'évaluateur rajoute une résistance manuelle et puis juge en fonction de l'opposition qu'il a apportée, de la note qu'il va apporter pour le muscle. Les avantages du testing manuel, c'est d'abord sa grande simplicité. On n'a besoin d'aucun appareillage pour le réaliser. Il est facile à comprendre par les patients et il est vraiment communément utilisé dans le milieu clinique. Donc c'est un test qui parle à tout le monde, qui parle aux médecins. Ça a du sens et ça leur permet de voir le reflet de l'atteinte motrice globale pour les patients. L'inconvénient, c'est que c'est une méthode assez subjective qui donne lieu à des variations interévaluateurs. Donc là, vraiment, la nécessité par rapport à ces inconvénients-là, c'est qu'un seul évaluateur intervienne pour évaluer les patients, ou alors s'il y a plusieurs intervenants qui évaluent, qui soient vraiment habitués à travailler ensemble et qui codent vraiment de la même façon. Ça, c'est pour les cotations où la résistance manuelle de l'évaluateur intervient. Un autre inconvénient, c'est qu'on n'a pas de linéarité au niveau de la force, c'est-à-dire que pour une même valeur de force chiffrée en kilos, on n'a pas le même écart entre les cotations du testing manuel. C'est-à-dire que une cotation qui passerait entre 0,2 et 2,4, on ne va pas avoir la même... ça ne va pas être doublé au niveau de la force pure en fait. L'échelle n'est pas graduellement, elle n'est pas proportionnelle. Donc ce qui pose au niveau statistique plus de problèmes. Et puis elle est moins sensible aussi parce qu'il y a une large étendue des cotations en fait, une large plage. Donc, on est seulement sensible, mais qui est assez global sur quand même 17 fonctions musculaires et qui donne une bonne idée des atteintes. Donc pour apporter plus de précision dans les mesures, on a l'occasion de tester de façon quantifiée la force musculaire, avec notamment le QMT, pour Quantified Muscle Testing. Donc c'est une méthode d'évaluation qui propose de mesurer les contractions isométriques maximum volontaires des patients. On a quelques photos en bas.
cette méthode nécessite un appareillage spécifique, avec notamment des capteurs de force qui sont reliés d'un côté au patient qui va exercer son effort, et puis d'un autre côté à un système informatique par l'intermédiaire d'une carte d'acquisition qui permet de visualiser les efforts qui sont réalisés et de les enregistrer. Les données sont recueillies en kilos, et puis elles sont converties en newton-mètres avec des mesures de bras de levier pour obtenir finalement un couple de force. Ça parle à tout le monde. L'important, c'est qu'on évalue 5 fonctions musculaires avec cette méthode, qui sont la flexion-extension du genou, la flexion-extension du coude et la force de préhension au niveau de la main. Pour chaque fonction, il y a des positionnements bien standardisés qui sont référencés. Et donc, c'est ce qui permet à chaque visite en fait, de se replacer dans les mêmes positions pour évaluer exactement de la même façon toutes les mêmes fonctions. Ça a un sens sur le long terme. Les consignes qu'on donne aux patients sont de réaliser donc, des efforts maximaux pour chaque fonction musculaire testée. C'est des efforts qui se déroulent sur 2 à 3 secondes avec une période de repos entre chaque essai. On fait au minimum 2 essais par fonction. Et puis donc, on obtient un résultat qui est vraiment spécifique de la position articulaire référencée pour chaque groupe musculaire. Alors il y a de nombreux avantages à cette méthode. C'est vraiment une méthode qui est très fiable, qui est très reproductible inter- et intra-évaluateur, c'est-à-dire un même évaluateur avec lui-même ou même différents évaluateurs qui peuvent intervenir, du fait du positionnement standardisé. C'est une méthode qui est également très sensible, avec aussi une continuité des données recueillies, donc cette fois c'est des forces proportionnelles. Voilà, c'est l'apprentissage assez rapide et puis ce qui permet de faciliter aussi les exercices, c'est un retour visuel avec les écrans, donc ça donne directement sur l'écran la force qui est réalisée par le patient, donc ça l'aide à savoir vraiment ce qu'il faut faire et puis c'est un facteur aussi de motivation pour l'exercice. Les inconvénients, ce à quoi il faut faire attention, c'est vraiment par rapport au positionnement, puisque la pesanteur peut agir soit comme facilitant, soit comme agent de difficulté supplémentaire. Donc vraiment une vigilance par rapport au positionnement, donc ça c'est en fonction avec l'expérience, et puis la nécessité de mesurer les bras de levier de façon externe. Voilà, pour convertir en couple de force. Alors on a une autre méthode qui nous permet toujours de façon quantifiée à évaluer la force musculaire, qui s'appelle le biodex, qui est cet instrument donc le biodex, c'est un dynamomètre isocinétique, qui est un système électromécanique asservi à un ordinateur et à des capteurs de force et de position. Voilà, il est utilisé dans son mode statique, c'est-à-dire qu'on va demander, comme pour le QMT, un effort au muscle sans qu'il y ait de variation en longueur. Donc dans une position donnée, il va lutter contre l'installation pour produire son effort. Donc il n'y a pas de mouvement qui se réalise, c'est vraiment en mode statique. Ici, c'est directement un couple de force qui est mesuré. Donc le bras de levier est calculé automatiquement par l'appareil, ce qui est plus pratique. On mesure 4 fonctions avec cet appareil au niveau des genoux et des coudes, donc flexion-extension genou, flexion-extension des coudes. Le positionnement est standardisé, toujours le même, avec des accessoires adaptés à chaque fonction. Là, c'est un exercice qui se réalise toujours dans la même position, c'est que assis. Et puis après, on installe des accessoires différents pour tester les différentes fonctions.
Les consignes, c'est également de réaliser donc, un effort maximum en fonction du groupe musculaire concerné sur pareil, comme le QMT, 3-4 secondes avec du repos entre chaque fonction. On garde, donc comme pour le QMT, on garde la meilleure des valeurs, en fait le meilleur essai par fonction musculaire. Voilà, et on obtient un résultat pareil spécifique en fonction de la position angulaire d'exercice. Les avantages sont sensiblement les mêmes que ceux du QMT. On rajoute le fait que ce soit calculé automatiquement le bras de levier externe et puis les effets de la pesanteur, ce qui facilite le travail de l'évaluateur surtout. Donc c'est plus confortable. Et puis par contre l'inconvénient majeur c'est que ça a un coût assez important et donc tous les centres ne sont pas forcément équipés de cet appareil. Alors on complète les données de force musculaire pure par des tests fonctionnels avec la MFM, Pascal nous a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc la MFM, c'est une échelle qui permet de donner une mesure chiffrée des capacités motrices de chacun. Elle est composée de 32 items qui sont réalisés dans différentes positions, position allongée, position assise et position debout. Pour chaque item, on cote entre 0 et 3, donc il y a 4 cotations possibles. 3 étant la cotation maximum, qui correspond à une réalisation normale de l'exercice. Donc on obtient un résultat global sur 96 points et qui sont répartis en 3 dimensions. C'est-à-dire que les 3 dimensions qui sont présentées ici, c'est dispatché en fonction d'abord la station debout et les transferts. Donc il y a 13 items qui correspondent à ce thème-là. Ensuite il y a un thème plus sur la motricité axiale et proximale et puis un thème plus sur la motricité distale. Ce qui permet après au niveau des analyses de bien voir les atteintes plus d'une dimension ou d'une autre en fonction de la personne. Donc les avantages, c'est que c'est une échelle très facile à réaliser, très simple, avec un matériel assez simple. Il y a une très bonne reproductibilité entre les évaluateurs, du fait d'une formation qui est unique par une seule personne pour toute la France, même à l'étranger, elle va former. Donc ça donne une bonne reproductibilité, la sensibilité est très bonne aussi, et puis ça nous permet de donner une bonne idée des capacités motrices fonctionnelles. Les inconvénients, c'est aussi cette formation qui est un gros inconvénient. Ensuite, pour terminer, donc on complète les évaluations fonctionnelles par des tests isolés chronométrés. Donc ce sont des exercices standardisés, toujours réalisés de la même façon, et que je vous ai énumérés ici sans trop les détailler, donc avec le fameux 6 minutes de marche où on prend la distance parcourue sur une durée de 6 minutes, la distance maximum parcourue. Et puis il y a les tests de Barré-Mangasini, ça c'est des tests d'endurance qu'on voit soit au niveau des bras, soit au niveau des jambes. On a des tâches chronométrées aussi, donc qui consistent à une première, passer de la position allongée à la position assise, parcourir 10 mètres, se relever d'une chaise, monter 4 marches d'escalier. Et puis un dernier test fonctionnel qui est le nombre de relevés de chaise en 1 minute. Donc voilà pour les évaluations. Donc on a un ensemble d'évaluations. Pour chaque évaluation, toutes les informations sont recueillies dans un rapport d'essai. Et puis, ces données recueillies sont aussi remplies dans une base de données, qui est le registre pompe.
pour pouvoir après permettre des analyses. Donc c'est tout l'intérêt en fait des évaluations, c'est les analyses qui en découlent ensuite. Donc il y a plusieurs façons d'analyser. Donc les analyses sont en cours actuellement. Certaines ont déjà été présentées. Donc rapidement, pour vous montrer des évaluations, des analyses possibles. Donc par évaluation, donc ici pour le QMT, par fonction et par patient. Voilà, donc là c'est un seul patient au niveau du QMT qui a réalisé ces quatre fonctions. On peut ici dégager le fait qu'au niveau de la flexion du genou, c'est la fonction qui est finalement la plus atteinte par rapport aux autres. Voilà, et donc en fait ce patient il est évalué tous les 6 mois et on a des courbes d'évolution en fonction des fonctions. Ça pour le QMT. Et puis on peut avoir le même genre de courbe pour les autres évaluations. Vous voyez ici au niveau de la MFM, donc avec cette répartition en 3 dimensions, avec le score total qui est en rouge, et puis les différentes dimensions. On voit notamment que la dimension 3, tout ce qui est motricité distale, est plutôt plus préservée que les autres. La dimension la plus atteinte étant la station debout et les transferts. Donc cette MFM, ça me permet de vraiment bien répartir les atteintes. Et puis ici, en dernier schéma, c'est l'évolution du 6 minutes de marche pour un patient. Ensuite, une autre façon d'interpréter les résultats, c'est de pouvoir les corréler de pouvoir corréler des méthodes. Ici, on a une corrélation entre la MFM et puis la distance parcourue au niveau des 6 minutes de marche et au niveau du testing manuel. Donc on voit bien que quand on gagne que plus un patient peut marcher longtemps, plus ses scores de MFM sont bons, et même principe pour le MMT. Ça permet de valider les méthodes aussi. Et puis on peut également corréler les évaluations avec les données cliniques. On a les exemples ici avec la progression au niveau de l'atteinte musculaire, le temps de progression de l'atteinte musculaire par rapport à la MFM. Voilà, c'était pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait au niveau évaluation et les répercussions que ça peut avoir. Donc c'est vraiment important, tant au niveau du suivi de l'évolution de la maladie de Pompe, pour voir son évolution globale, tant pour évaluer l'efficacité du traitement, d'avoir des évaluations régulières, standardisées, globales. Voilà, et puis donc il y a 23 centres qui étudient la maladie de Pompe en France, et donc